à tous et merci de suivre votre magazine d'information ailleurs dans le monde. À Londres, le sommet du 70e anniversaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, devait être un grand moment d'unité entre les alliés. Mais c'était sans compter la charge du président français Emmanuel Macron qui a déclaré que l'OTAN est en état de mort cérébrale. L'Alliance Atlantique traverse-t-elle une crise de vocation et quel est le bilan de l'OTAN? Pour ce numéro, je reçois Wakili Alafé, directeur de publication du journal L'Intelligent d'Abidjan et le directeur du magazine Émergence économique, Valentin Bougueigne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Fatine. Nous allons bien sûr revenir sur ce dernier sommet de l'OTAN, mais aussi sur le fonctionnement de cette institution, dont voici quelques explications. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est une organisation politico-militaire de défense et de sécurité collective avec 29 pays membres en Europe et en Amérique du Nord. Fondée en 1949 à Washington, sa raison d'être est alors de contrer la menace soviétique et d'affirmer le principe de solidarité mutuelle entre tous ses membres. Aux 12 pays fondateurs se sont ajoutés au fil des ans d'autres pays. Le dernier élargissement a eu lieu en 2017. Son siège est à Bruxelles, celui de son commandement militaire est à Mons, dont dépendent 9 centres de commandement, des Pays-Bas à la Turquie, en passant par les États-Unis. Aujourd'hui, 20 000 hommes participent à des missions de l'OTAN dans le monde et mènent des opérations terrestres, aériennes et navales. Ces forces sont actuellement déployées en Afghanistan, au Kosovo, en Méditerranée et soutiennent l'Union africaine. L'OTAN exécute en outre des missions de police du ciel et renforce le système de défense aérienne de la Turquie. Épine dorsale de l'organisation, l'article 5 du traité de l'OTAN stipule que toute attaque contre un de ses pays membres est considérée comme une attaque contre tous. Il a été invoqué pour la première fois en 2001 pour marquer le soutien des Alliés aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. Pouvez-vous nous rappeler très brièvement dans quel contexte a été créée l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Valentin Bougueigne. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord naît juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans un contexte où il y a des vainqueurs de la guerre qui sont en place, mais où de plus en plus le bloc occidental amené par les États-Unis estime qu'il y a deux grands dangers à l'époque. C'est l'Allemagne vaincue par la guerre et puis l'Union soviétique. Donc du coup, c'était deux blocs qui se sont formés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, les Américains, champions du bloc occidental, et puis de l'autre, l'Union soviétique qui commençait à faire peur aux États-Unis et qui s'est regroupée sous la coupole d'un pacte qu'on appelait également le pacte de Varsovie, rassemblant donc tous les pays qui étaient en fait des satellites de l'Union soviétique dans cette configuration nouvelle du monde qui est née de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, selon son premier secrétaire général, qui s'appelait Lord Ismay, le rôle de l'OTAN consiste à garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. 70 ans après, comment expliquez-vous la longévité de cette institution alors qu'elle ne répond plus aux aspirations de sa création? Wakili Alafé. Oui, c'est vrai. Un temps, l'Allemagne a rejoint totalement le bloc occidental. Il n'y a plus le mur de Berlin. Les choses semblent avoir évolué là-bas. La menace que représentait l'Union soviétique à l'époque a plus ou moins disparu parce qu'il y a de nombreux pays qui étaient membres du pacte de Varsovie qui ont rejoint l'OTAN. Mais l'OTAN existe toujours. Pourquoi? Parce que même presque seule, toute seule, l'ex-URSS, qui est aujourd'hui la Russie, reste toujours quand même une puissance. Et pendant ce temps, il y a la Chine qui monte. Et l'arme nucléaire qui avait permis aux États-Unis et à son groupe de gagner la guerre n'est plus aujourd'hui une exclusivité. Des pays essaient aussi de l'avoir. Et c'est vrai que 70 ans après, le contexte a sans doute changé, mais les menaces existent, notamment aujourd'hui les nouvelles menaces comme le terrorisme. Donc il est possible que l'existence de l'OTAN continue de se justifier. Mais on a quand même l'impression qu'on assiste à une crise de vocation de l'OTAN, Valentin Bougueigne. Oui, peut-être, on peut parler de crise, mais davantage peut-être de crise politique. Parce que comme c'est une organisation politico-militaire et que le monde a changé, le monde de 1949 qui a vu la naissance de l'OTAN n'est pas celui de 2019. En temps, comme le disait Alafé tout à l'heure, il y a eu le mur de Berlin qui est tombé.
la guerre froide, c'est plus ou moins terminé, en tout cas dans sa vocation, dans sa forme originelle, c'est terminé. C'est une nouvelle configuration du monde aujourd'hui, avec des puissances émergentes, avec également des fléaux qu'on ne connaissait pas avant, comme le terrorisme aujourd'hui, qui sont des menaces nouvelles. Et avec une extension également géographique de l'ère qui était contenue initialement dans le traité de Washington créant l'OTAN. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec cette configuration qui a totalement changé, avec les mutations du monde aujourd'hui, avec l'émergence de nouveaux pôles, on n'est plus dans un pôle, dans un monde bipolaire, mais dans un monde totalement multipolaire, avec des puissances régionales émergentes, avec des entités régionales qui peuvent davantage s'occuper aujourd'hui de la sécurité, de leur sécurité, que ne le ferait l'OTAN. Cela dit, l'OTAN est parvenu quand même à se maintenir pour une raison simple, c'est que cette organisation a été créée d'abord sous le leadership américain et que les Américains, sachant bien l'intérêt qu'ils ont à maintenir cet organe, eh bien, se sont arrangés pour que cet organe perdure et qu'on lui confie des missions nouvelles. Des missions nouvelles comme la lutte contre le terrorisme, des missions nouvelles également comme la gestion des crises. Pas être sa priorité, c'est ce qu'on lui reproche à la fois le président Trump et le président français. Pourquoi ne pas faire de la lutte contre le terrorisme la priorité de l'OTAN, qui a une capacité militaire qui dépasse un peu oui, mais comme vous le savez aussi, vous savez, le terrorisme, les menaces terroristes, ce sont des menaces qu'on dit aujourd'hui asymétriques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être contenues avec le même dispositif de guerre conventionnelle d'avant. Ce sont des menaces asymétriques qui demandent donc des réponses multiples, qui ne peuvent pas être que des réponses militaires. Et on le voit bien avec l'échec de la mission militaire en Afghanistan, que la réponse au terrorisme ne peut pas être que militaire. On le voit également plus près de nous, dans la région du Sahel. C'est-à-dire qu'on peut déployer autant de troupes que l'on veut. Si on n'a pas adressé des questions précises qui vont au-delà de la question militaire, le problème reste entier. Aujourd'hui, l'OTAN, en réalité, a un problème d'ordre politique, plus politique que militaire. Au plan militaire, comme on le montrait tout à l'heure avant le début de l'émission, il y a pratiquement 20 000 troupes qui sont déployées un peu partout sur plusieurs théâtres, au-delà des zones géographiques originelles de l'organisation. Mais cela n'empêche pas les conflits de persister et je pense que le sommet qui s'est tenu justement au Royaume-Uni avait pour vocation justement d'essayer de faire en sorte que l'OTAN puisse aller au-delà de l'aspect militaire, avoir une vraie unité politique. On va revenir sur le sommet à proprement parler, mais vous citiez tout à l'heure la Russie. C'est vrai que nous ne sommes plus dans un monde bipolaire, mais on a l'impression que les ennemis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Est-ce que l'OTAN a retrouvé ou trouvé un nouvel ennemi dans la Russie? La Russie n'est pas tout à fait un ennemi comme autrefois. C'est un partenaire un peu comme la Chine le serait. On est dans une compétition. Avant, effectivement, ça paraissait être l'ennemi. On a vu comment la bombe atomique a été utilisée au Japon. Il fallait se détruire. Aujourd'hui, les données ont changé. La nature du combat n'est plus identique. L'ennemi aujourd'hui, c'est les terroristes. La Russie n'est pas un ennemi en tant que tel. La Russie est un adversaire, un partenaire. On ne peut pas dire que la Russie est un ennemi. C'est un adversaire comme la Chine l'est pour les Américains, emmerde un peu, entre guillemets, les Américains. Mais on se souvient que le 1er avril 2014, à l'unanimité, l'OTAN a décidé de rompre ses relations avec la Russie à cause justement de l'incursion dans la zone ukrainienne. Oui, à cause mais c'est pas, disons-le, c'est pas un ennemi comme les terroristes le seraient. Ça aussi, il faut le dire. La preuve, c'est qu'après 2014, malgré la tension, aujourd'hui, il y a le pacte, il y a la coopération, il y a des réunions avec la Russie, il y a des contacts qui se font. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec le vrai ennemi, qui est le terrorisme, ennemi asymétrique avec ses multiples visages. La Russie, oui, est un adversaire. Avant, peut-être un peu, c'était un ennemi. Il y avait véritablement les blocs. Aujourd'hui, la menace qui est là, qu'il faut affronter, qui est la menace terroriste, fait que, bon, on peut être mécontent de la Russie, mais on estime quand même qu'elle a des méthodes qui ne sont pas identiques à celles des terroristes, quand même. Valentin Mouguène. Je pense que sur ce chapitre, il faut bien reconnaître que la Russie n'est pas, la Russie de 2019, elle n'est pas l'Union soviétique de l'après-deuxième guerre mondiale, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, comme on est dans une configuration multipolaire,
eh bien, des puissances émergent de partout. Et quand des puissances émergent de partout, vous comprenez bien que celles qui étaient superpuissances se sentent menacées et trouvent des dangers partout. Et cherchent à sauvegarder sa superpuissance. C'est surtout de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les Américains ont été longtemps la puissance prééminente, sinon principale, dans les relations internationales. Et le fait qu'émerge aujourd'hui, et d'ailleurs, bon, on va en parler peut-être en abordant la question du sommet de l'OTAN, mais le fait que le sommet même de l'OTAN qui vient de se tenir ait abordé la question de la Chine, de la puissance montante de la Chine, indique bien que dans l'optique occidentale, amenée par les États-Unis, la Chine représente, c'est vrai, diplomatiquement, on a dit à la fois une opportunité et un défi, mais la Chine représente une menace. De même que la Russie aujourd'hui représente quand même si ce n'est pas le même type de menace, c'est quand même une menace émergente pour l'Europe. Parce que, souvenez-vous-en, en 1989, lorsque le mur de Berlin tombe, eh bien, les Américains décident de réduire leur présence en Europe parce qu'ils estiment que les risques de conflagration, de conflits, en tout cas bilatéraux entre puissances européennes, est devenu moindre et qu'ils pouvaient vaquer à d'autres occupations. Sauf que la Russie, renouvelant en tout cas son ambition de puissance, s'est retrouvée confrontée à des pays comme l'Ukraine qui cherchait à sortir de son giron également. Et les actions de Moscou vis-à-vis de l'Ukraine ont été déclarées comme des actions d'agression et qui ont motivé donc un retour de la présence américaine sur le théâtre européen. On va s'intéresser aussi, en plus de la Russie, à la France, qui a une relation, on va dire, compliquée avec l'OTAN. On se souvient de De Gaulle. Mais restons en 2019 avec Emmanuel Macron qui a qualifié l'OTAN en état de mort cérébrale. Qu'est-ce qui justifie ces propos qui sont liés à l'intervention en Syrie? Oui, il a peut-être souhaité davantage d'engagement de l'OTAN dans cette zone. Ça permet justement de rappeler que, effectivement, avant lui, la France a eu une relation difficile avec l'OTAN, notamment le général de Gaulle, parce que le principe de l'OTAN à l'époque ne permettait pas le commandement intégré à la France de disposer de l'arme atomique et d'en faire usage. Elle voulait être une puissance. Et il y a eu aussi le débat pour faire revenir la grande Chine au Conseil de sécurité. C'était la posture de Gaulle et de la France. C'est avec Sarkozy en 2007-2009 que la France réintègre l'OTAN. Aujourd'hui, Macron, il a envie de marquer une posture. Je pense que oui, il paraît qu'il a gagné le combat, il paraît que la réflexion sera menée pour réorienter la mission de l'OTAN, pour savoir est-ce qu'elle doit continuer ou bien est-ce qu'elle ne doit pas s'interroger sur ses opportunités, sur sa légitimité, sur ce qu'elle doit faire. Mais dans le fond, je me demande si quelque chose va changer. Il fallait qu'il marque, je pense, à une présence, comme on l'a dit, face à Merkel qui s'en va, face au Premier ministre britannique qui est en difficulté, face à Trump qui est toujours boudeur et râleur. Il fallait qu'il prenne une forme de leadership. Bon, il a réussi son coup, mais je ne sais pas si cela va changer fondamentalement quelque chose dans le caractère opérationnel de l'OTAN. On attend de voir le sommet prochain, l'impact que le communiqué final aura en termes d'initiatives nouvelles. On va s'intéresser aussi à la Turquie, parce que Recep Tayyip Erdogan a répondu à Macron, disant que c'est ce dernier qui est en état de mort cérébrale. On ne va pas commenter. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec la Turquie, alors qu'on sentait un rapprochement avec l'OTAN depuis 2017? La Turquie, on ressentait un rapprochement entre la Russie et la Turquie depuis le 2017. Pourquoi l'OTAN, maintenant, s'étonne de ce rapprochement? L'OTAN s'en étonne pour deux raisons principales. Déjà, il y a le fait que, étant allié au sein de l'OTAN, eh bien, la Turquie devrait être astreinte à un certain type de comportement et que ce n'est pas le cas, notamment dans les projets militaires de l'avion F-35 qui devait être développé par l'OTAN, par les forces occidentales. Eh bien, on constate que la Turquie s'en retire et fait plutôt appel à des avions russes, des S-500. Et ça pose déjà un énorme problème. Qu'un allié, que quelqu'un qui est au sein d'une alliance censée combattre certaines forces dont la Russie aujourd'hui apparaît comme l'une d'entre elles, que cet allié-là puisse développer une coopération militaire assidue avec
la partie adverse. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est également le fait que la Turquie aujourd'hui a son propre agenda. On évoquait la question macronienne tout à l'heure en ouverture, mais en tout cas, c'est assez emblématique de la situation actuelle où de plus en plus, on va assister à des velléités autonomistes au sein de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il reste au sein de l'OTAN, mais chaque pays aujourd'hui a son agenda, d'autant plus que M. Trump, lorsqu'il arrive, également fait des déclarations qui vont à l'encontre de l'OTAN. Ça, on ne le souligne pas assez. Il parle d'obsolescence. Il parle d'obsolescence. Il demande à ce qu'il y ait participation financière accrue de l'Europe. Il sort même d'un traité transatlantique et autres. Donc, il y a tout cet environnement. Il y a cet environnement aussi de conflits économiques latents. C'est pas seulement entre les États-Unis et la Chine, mais c'est également entre les États-Unis, l'Europe. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Le principal grief du président Trump est d'ordre budgétaire. Et on sait que les États-Unis sont le plus gros contributeur au sein de l'OTAN. Mais n'y a-t-il pas un dessein, on va dire, caché du président Trump en exigeant une plus grande participation des alliés ? Non, en réalité, comme vous pointez la question budgétaire, elle est réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Trump arrive au pouvoir, il faut recentrer sur l'Amérique. Il faut tout recentrer sur l'Amérique. C'est America First. Vous connaissez le slogan de campagne. Il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ce n'est pas un moyen caché pour Trump de les mettre en difficulté, tout simplement? Oui, ça peut l'être aussi. C'est-à-dire que l'argument commercial tient. Mais en dehors de l'argument commercial, il y a un argument lourd qui est celui de M. Trump estime qu'il dilapide des ressources à assurer la sécurité de l'Europe qui a des velléités autonomistes, indépendantistes. C'est ça la question. L'Europe, aujourd'hui, de plus en plus, essaye de se détacher, d'avoir une autonomie. Et les Américains se disent, mais écoutez, si vous avez votre autonomie, eh bien, vous l'assumez totalement. Nous n'allons plus assurer votre sécurité à nos frais. Il faudrait que vous partagiez avec nous, que vous participiez davantage à l'effort de sécurité. Ce sont des revendications légitimes. Cela révèle effectivement aussi les contradictions de Trump. Il veut faire le mur avec le Mexique, barricader, enfermer l'Amérique, se retirer de l'OTAN ou réduire la contribution, mais en même temps, il comprend que la puissance de l'Amérique, ce n'est pas seulement America First, c'est aussi d'être influente dans le monde. C'est le dollar, c'est le pétrole, c'est être présent en Arabie Saoudite, c'est aussi cette coopération avec l'Europe et l'OTAN au-delà de la compétition. Donc, il est obligé de tenir compte de toutes ces choses-là. Pour revenir rapidement à la Turquie, il ne faut pas aussi oublier le problème intérieur de la Turquie avec les Kurdes. C'est un problème, ils souhaitent sans doute que la question des Kurdes soit considérée comme une question aussi centrale. Macron et Recep Tayyip Erdogan ne sont pas d'accord sur la qualification de terroriste pour la milice kurde. Justement, donc il paraît que le communiqué final a essayé de parler de toutes les formes de terrorisme. Chacun trouve son compte. Mais je ne pense pas que Macron et le reste de l'Europe aient accepté qu'on peut y mettre les Kurdes. Mais la Turquie semble être satisfaite. Tant mieux. Les Kurdes qui ont été un soutien des alliés sur le terrain. On va conclure cette émission avec le sommet à proprement parler. On regarde juste le récapitulatif d'Eli Loussouko et on débriefe après. Les 29 membres de l'OTAN ont adopté mercredi une déclaration commune affirmant leur solidarité, unité et cohésion lors du sommet du 70e anniversaire marqué par de sérieuses dissensions. Publié à l'issue d'une session de travail de 3 heures dans un golf à Watford en banlieue de Londres, le texte relève la menace que représentent les actions agressives de la Russie et reconnaît pour la première fois la montée en puissance de la Chine comme un défi. Pour la première fois, nous nous sommes penchés sur la montée en puissance de la Chine, à la fois les défis et les possibilités qu'elle présente et les conséquences pour notre sécurité. Les dirigeants ont convenu que nous devons aborder cette question ensemble en tant qu'alliance et que nous devons trouver des moyens d'encourager la Chine à participer à des accords de maîtrise des armements. Les sujets difficiles ne manquaient pas lors de ce sommet. Défis posés par le terrorisme, la Chine et la Russie,
Turquie, intervention turque en Syrie, lancée sans concertation avec les alliés, insistance américaine à faire payer davantage les autres alliés. Finalement, c'est une vidéo dans laquelle le Premier ministre canadien Justin Trudeau semble se moquer avec Emmanuel Macron de Donald Trump lors de la réception donnée mardi soir à Buckingham Palace qui a déclenché l'ire américaine. Contrarié, le président Trump a annulé sa conférence de presse finale. Les 29 membres de l'OTAN se sont efforcés d'afficher leur unité malgré les divergences exposées au grand jour entre les dirigeants américains, français et turcs. La majeure partie des dirigeants présents devraient se retrouver en 2021 pour le prochain sommet. Alors on pourrait se demander quel était l'intérêt de ce sommet. C'était de faire plaisir à l'allié américain ou d'éviter la dislocation de l'OTAN? Non, vous avez vu les sujets qui ont été abordés. Ils ont dit pour la première fois, ils ont parlé de la Chine. Ça veut dire que c'est une préoccupation importante. Oui, mais est-ce que ce n'est pas lié au conflit encore d'ordre commercial entre les États-Unis et la Chine sur le Huawei? Non, l'Europe aussi est menacée par la Chine. Ce n'est pas seulement l'Amérique. Tout le bloc occidental, Macron y était il n'y a pas trop longtemps. Ils essaient de faire une coopération avec la Chine. Il y a la question du terrorisme. Et puis, ils font leur réunion tous les 2 ans. Je ne pense pas. Et puis, c'était les 70 ans. Il fallait peut-être célébrer, marquer ça. Je ne pense pas qu'on pouvait dire non, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. On passe notre tour cette année, on ne fait rien. On attend 2021. Je pense que ce n'est pas possible. C'était un rendez-vous qu'il fallait respecter. C'était le 70e anniversaire, il fallait le faire. Et puis, il fallait poser des problématiques. Et ça a été fait. On attend de voir dans 2 ans qu'est-ce qui va changer. Si on est d'accord avec vous, si rien ne change dans 2 ans, peut-être il ne faudra pas faire de réunion et puis il faut dissoudre l'OTAN. Oui, comme pour reprendre à la fait, en réalité, c'est une réunion statutaire. Cette réunion statutaire doit se tenir tous les 2 ans. Vous avez vu annoncer tout à l'heure le sommet de 2021, ça doit se tenir tous les 2 ans. Sauf que le sommet de cette année intervient dans un contexte particulier, qui est notamment celui post-intervention de la Turquie en Syrie, qui s'est fait, cette intervention qui s'est faite sans concertation aucune avec les autres alliés et qui a mis un peu le feu aux poudres, le feu qui couvait déjà. Et donc c'est un contexte géopolitique un peu particulier avec l'émergence de la Chine qui pose de plus en plus de problèmes à l'Amérique parce qu'aujourd'hui, la Chine est la puissance montante, que ce soit au plan économique, mais également au plan militaire, on l'oublie un peu, ou même au plan spatial. La Chine est aujourd'hui en pleine conquête également au niveau spatial. C'est une puissance chinoise émergente qui dérange et qui fait en sorte que peut-être l'OTAN peut trouver là un autre sujet de consensus pour dire, écoutez, attention, nous, monde occidental, nous devons faire attention parce que si nous continuons dans nos divergences, eh bien, voilà la Chine qui monte et qui pourrait nous ravir notre suprématie. Allez, un dernier mot sur le sujet. Quel est le bilan de l'OTAN au-delà du sommet, après 70 ans d'existence? Un bilan mitigé? Mitigé, oui, on peut dire mitigé. Ils ont le mérite d'exister. Et puis, il ne faut pas oublier que en dehors de ce qui se passait à la Russie, des choses de l'OTAN, ça a créé quand même une sorte de cohésion. Il y a 20 000 militaires au sein de l'OTAN. Ces pays qui étaient une quinzaine, une vingtaine, aujourd'hui sont une trentaine, 29. Ça s'agrandit. Et puis, il n'y a pas de conflit entre eux. C'est déjà important. C'est un instrument de la stabilité dans la zone de l'Atlantique, outre-Atlantique. Et cette stabilité dans la zone favorise aussi la stabilité dans le monde. Et je pense que le bilan est mitigé, mais il ne faut pas oublier que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les leçons ont été tirées, les institutions se créent pour nous éviter une Troisième Guerre mondiale. Il y a eu des tensions. On a pensé qu'à un moment, l'Amérique et la Russie allaient s'affronter directement. Ça ne s'est pas fait en Russie. La France, ils sont allés loin. Mais il y a toujours des mécanismes. C'est vrai, il y a l'ONU, mais avant l'ONU, il y a l'OTAN. Donc je pense que l'OTAN a le mérite d'exister. Il ne faut pas dire que c'est totalement en mort cérébrale et en dégénérescence. Je pense que l'OTAN a le mérite d'exister et il faut chercher à améliorer ce qu'il doit l'être.
Je pense que la déclaration de Macron avant le sommet traduit quelque chose de fondamental. C'est-à-dire c'est la nature, c'est l'interrogation de pratiquement tous les alliés sur la nature du partenariat à garder avec les États-Unis. Donc, pour arriver à la conclusion suivante, le bilan, 70 ans après, est mitigé au plan global, mais c'est très positif pour les Américains en réalité. Parce que par le biais de l'OTAN, ils sont parvenus à maintenir en tout cas leur domination déjà sur le camp occidental et sur le reste du monde. N'oublions pas qu'au plan militaire également, c'est une organisation à nul autre pareil aujourd'hui. Non seulement c'est la plus ancienne organisation, alliance militaire en exercice dans le monde, mais en plus, les soldats se déploient un peu partout. Les Américains sont les maîtres de l'agenda de l'OTAN et pour plusieurs années encore, je pense que ce sera le cas. C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts » de Charles de Gaulle. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à samedi prochain.